et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. Marchand ou non marchand, faut-il bouger les lignes ? Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marthe Corpet, je suis administratrice de l'Association des lecteurs d'alternatives économiques et nous allons avoir un débat passionnant autour d'un fil rouge qui aura été traité dans le cadre de ces JEA sur le rôle de l'entreprise et la place du marchand et du non-marchand. Pour ce faire, nous aurons autour de la table Victor Castanet, qui est l'auteur de 2 livres assez majeurs dans le secteur de la petite enfance et du grand âge, Les Fossoyeurs et Les Ogres, et qui interroge justement le rapport dans ce secteur de grands groupes privés lucratifs qui globalement font leur marge sur l'intérêt général et sur la fragilité d'un certain nombre de publics. Et de l'autre côté, nous aurons Émilie Agnew, qui est cofondatrice d'un think tank qui s'appelle Le Sens du service public et qui permettra d'apporter un regard additionnel, complémentaire, autour notamment de la responsabilité de l'État et la responsabilité des collectivités territoriales dans ces engrenages qui sont décrits. Ça nous permettra d'aborder ces secteurs extrêmement importants et peut-être de tirer le fil vers une autre vision de l'économie. On retrouve la table ronde. J'ai autour de moi un co-animateur, Guillaume Duval, qui se représentera tout à l'heure, Victor Castanet, l'auteur du livre Les Ogres, et Émilie Agnew ici. Tu te présenteras, Émilie, aussi, mais qui permettra d'apporter un éclairage aussi autour des enjeux de puissance publique et des enjeux du service public derrière les sujets que nous allons traiter autour du marchand et non marchand. Avant qu'ils prennent la parole, je vais vous proposer un format un peu différent, c'est qu'on va inverser la table ronde. On le fait souvent au JEA. On va partir sur une table ronde inversée. Très concrètement, ça veut dire que pendant les 20 prochaines minutes, ce n'est pas ici que nous allons parler, mais c'est bien dans la salle. L'objectif, c'est de vous donner la parole en introduction pour nous dire qu'est-ce que vous évoque le sujet marchand-non marchand. Est-ce que, si ceux qui ont pris connaissance du livre Les Ogres, est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent intéressants de mettre en exergue ? Ce n'est pas obligatoirement des questions, ça peut être aussi des interventions. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, ici, côté tribune, entre guillemets, on vienne répondre et apporter, rebondir sur vos éléments. Donc c'est bien vous qui allez faire le ton du débat. Guillaume et moi, on va peut-être abonder dans votre sens, affiner la question, la pousser, mais elle sera vraiment basée sur vos premières interventions. C'est le but d'une plénière inversée. Une fois qu'il y aura une prise de parole ici, évidemment, on reviendra vers vous pour des questions de fin de séquence, mais ça évite de devoir parler ou de poser des questions dans les 15 dernières minutes. C'est bien à vous, là, de prendre le temps de pouvoir vous exprimer sur le début de cette plénière. Est-ce que le contrat vous convient ? Est-ce qu'on peut engager les débats ? Ça vous va ? En plus, ça arrivera à tout le monde de cette séquence de digestion post-repas. Donc, je pense que c'est d'autant mieux pour se mettre en dynamique collective. Dernière chose, cet échange est enregistré dans le cadre d'un podcast. Donc, je vais vous demander 2 choses. La première, c'est enregistré. Donc, vos propos sont dans le cadre de ce podcast, seront enregistrés dans le cadre de ce podcast. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, résultat, parler dans le micro. Donc, quand vous voulez prendre la parole, de bien penser à allumer votre micro. Sinon, on n'entendra pas, il y aura un gros blanc. Qui veut commencer à prendre la parole ? Madame, merci, allez-y. Bonjour, j'ai une petite question, c'est par rapport à l'ESS. L'ESS est du coup dans le secteur privé, enfin c'est dans le secteur privé, et non lucratif, mais en fait, des fois, les structures de l'ESS sont souvent assimilées à la délégation de services publics dans certains territoires. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Et voilà, quelle est votre réaction ? Et par rapport comment, en fait, des livres que vous avez écrits, Les Ogres et Les Fossoyeurs, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon qui pourrait, renforcer la place de l'ESS, notamment des crèches associatives qui font un admirable travail ou de toutes les structures comme les MARPA, qui sont dans l'ESS et qui font un travail auprès des plus jeunes ou des plus âgés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question ? Oui, monsieur, allez-y. Un peu dans le prolongement de la question qui vient d'être donnée, quand on lit le résumé des interventions de la table ronde, on associe marchand à profit, rentabilité. Le marché, c'est pas que ça. Est-ce qu'il ne faut pas être plus subtil dans les distinctions, ne pas confondre marchand et financiarisation ? Et donc voir peut-être le marché comme une confrontation d'offres et de demandes et qu'il y a plusieurs types d'économies pour répondre à ça. Donc ne pas résumer simplement la financiarisation comme décrit dans le livre Les Ogres et l'aspect marchand pur.
Je me permets d'intervenir aussi en prolongement de deux interventions, puisque je suis issue de la petite enfance. J'ai eu l'occasion de travailler dans le privé à but lucratif et je suis maintenant dans l'associatif à but non lucratif. Et c'est là où on fait la différence entre le marchand rentable et le marchand non rentable. Et pour tout vous dire, je revis. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Lucie Grain, je suis présidente d'une union mutualiste, donc non lucrative, qui gère des établissements de soins et d'accompagnement, dont des EHPAD et dont des crèches. Alors, merci pour votre livre. Pas tout à fait une question, mais je voudrais quand même bien discuter plutôt de modèle économique et de société. Alors, nos crèches sont non lucratives. Aujourd'hui, on a des difficultés de modèle économique. Nos charges ne peuvent être couvertes par nos recettes qui sont elles-mêmes fournies par les pouvoirs publics, très souvent dans le cadre de DSP, mais pas seulement. Donc, d'une certaine manière, c'est nos impôts, c'est notre argent. Donc, évidemment, il faut que nous ayons une gestion la plus efficiente possible et je vous assure qu'on fait tout pour être performant. Alors, notre problème, c'est que nous ne sommes pas en capacité de fournir un service qui soit bien rémunéré. Et comment fait-on pour bien rémunérer à la fois nos salariés, fournir une part de fromage suffisamment, en tout cas nécessaire à nos personnes âgées ou nos enfants? La question peut-être aussi, c'est la question du but recherché par les opérateurs gestionnaires. Est-ce que c'est rémunérer des actionnaires? Est-ce que c'est prendre soin des enfants? Est-ce que les deux sont compatibles? Enfin, en tout cas, l'objectif de ceux qui veulent prendre soin des enfants. Les acteurs lucratifs, en tout cas dans notre territoire, ont clairement cassé les prix, les prix des berceaux pour infiltrer le marché et être présents sur le territoire, et j'ai envie de dire au détriment des enfants. Les collectivités locales ont joué le jeu, vous l'avez dit, et elles ont vraiment accepté de payer ce moindre coût de gestion, à la fois pour la société, elles aussi, elles ont des difficultés de financement. Donc merci pour votre enquête dans les EHPAD et dans les crèches. J'espère que ça va permettre aux collectivités de comprendre l'intérêt de reprendre l'objet social et le caractère non lucratif des opérateurs. Mais j'ai une crainte qui va un peu plus au-delà de... Quand on a des difficultés financières, et notamment dans les collectivités, je crois que c'est tout un modèle de société qui doit être remis en cause. Comment pouvons-nous avoir les moyens de bien financer nos crèches, nos EHPAD, notre 5e branche de la sécurité sociale, etc. Donc, quels sont les choix que fait notre société, que font les pouvoirs publics? Quand on laisse seule l'économie décider, il me semble qu'on est un peu mal engagé. Et puis, de manière pragmatique, ça m'arrive, on s'est fait, piquer des crèches par People and Baby. Donc de manière pragmatique, maintenant, ça m'arrive de dire non, on ne répond pas à cette DSP parce que je ne veux pas qu'on fasse mal. Voilà. Mais finalement, qui prend soin bien des enfants? Oui, alors Monsieur Castanet, vous avez fait un bouquin extraordinaire avec les Fossoyeurs, un bouquin d'utilité publique. Vous avez bien montré que dans la gestion des EHPAD, on a une gestion à la fois publique, une gestion hospitalière, une gestion associative, une gestion lucrative privée. Donc on a un mode de gestion qui est extrêmement complexe. Qui pose beaucoup de problèmes aux départements et aux ARS en particulier pour les contrôler, voire même avec des difficultés effectivement très fortes pour contrôler tout ça. Et surtout, au-delà de ce mode de complexité, on a surtout l'impression qu'il n'y a eu aucun choix du mode de gestion qui a été fait. Voilà. Et donc, est-ce on est là, pas là face à une question un peu majeure, de finalement du non-choix qui a été fait? Est-ce que c'est du service public, pas du service public? Qu'est-ce qu'on va en faire demain, au-delà de cette complexité qui a produit et qui peut produire tous les errements que vous avez justement bien démontré? Alain Duchesne, j'étais médecin et j'ai fait toute ma carrière dans l'hôpital public. Donc je n'ai pas lu Les Ogres, mais j'ai lu Les Fossoyeurs. Et il me semble que dans Les Fossoyeurs, ce n'est pas une critique du marché ou hors marché, c'est plutôt une mise en accusation du système de régulation du marché. Il y a un marché qui est captif, qui non seulement est captif, mais en plus, sans contrôle, Donc il y aura un tiers membre dans l'histoire. Oui, pour réagir à ce que disait Lucie Gras, faut-il être performant? Est-ce que les services qui concernent les populations les plus vulnérables doivent être performants? Est-ce qu'on est condamné à l'injonction, à la performance? Et pourquoi faire? Surtout, c'est quoi le but d'être performant? On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il faut être rentable?
ou être à l'équilibre, notamment dans l'économie sociale et solidaire. C'est important d'avoir des excédents, d'être à l'équilibre, mais la question de la performance économique, elle se pose. Donc ça, c'est un débat. ESS France a publié un communiqué il y a quelques temps pour dire sortons les services destinés aux populations les plus vulnérables, les âgés et les plus jeunes, les plus fragiles, sortons ces services de l'économie lucrative privée. Donc c'est une proposition qui est vraiment intéressante, que je partage. Et aussi, pourquoi ? Parce que souvent on assimile ce type de service, de même par extension l'économie sociale et solidaire en général, à un fardeau économique qui est supporté par les contribuables, la puissance publique. Et on oublie souvent que l'État, en termes de contribution au secteur associatif, je dis bien uniquement associatif, c'est 50 milliards d'euros par an, tandis que l'État, la contribution de l'État hors collectivité aux entreprises privées, c'est 150 milliards d'euros par an. Donc on peut aussi se demander où est le fardeau, qui coûte quoi et où se trouve le pognon de dingue qu'on renvoie souvent au fardeau du social. Oui, merci. Marchand, non marchand, intérêt général, notion fiscale, ne serait-il pas peut-être nécessaire d'adosser à l'intérêt général, puisque du coup on a de plus en plus dans le secteur associatif des activités lucratives, génératrices de revenus, et du coup cet intérêt général il va se restreindre au fur et à mesure que les associations diversifient leurs sources de financement, notamment en fonds propres. Ne serait-il pas nécessaire, judicieux, intéressant d'y adosser une notion de commun dans le cadre de marchand, non marchand, et d'aller beaucoup plus loin que la notion fiscale, mais justement de intérêt général et pas intérêt privé, et un deuxième niveau de lecture sur les communs. Comme on dit à la tribune, c'est pas mal. On va peut-être pour l'instant partir de cette matière-là. Merci beaucoup. Est-ce que Guillaume, tu prendre la première question? Oui, à reformuler. Bonjour. Et tout d'abord, avant de reformuler les questions, je voudrais remercier Victor pour l'énorme travail d'enquête qu'il a mené et la très forte contribution qu'il a donnée, ce faisant, à revaloriser, je pense, un métier qui était un peu dévalorisé, celui de journaliste. Ce qu'il a fait pose aussi derrière une question qui est très lourde, c'est le modèle économique de ce genre de travail de long terme. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est quand même un des débats qui est à l'arrière-fond, et il y a eu une petite discussion ce matin sur ce sujet, à l'arrière-fond de la difficulté à mener ce genre de travail. Donc, lui a réussi, et je pense qu'il réussit même à rentabiliser, si j'ose dire, son travail à travers le succès de ses livres. C'est malheureusement pas forcément le cas, et il y a un problème de modèle économique là aussi derrière le type de travail qu'il a réussi à faire. Donc beaucoup des questions qui tournent autour, alors j'avais envie de rassembler, c'est des questions qui tournent autour de est-ce que c'est simplement marchand, non marchand, ou est-ce qu'il y a beaucoup derrière une complexité plus grande de la question et du secteur? Est-ce que justement, derrière marchand, non marchand, il y a aussi lucratif, non lucratif? Est-ce que, en gros, est-ce qu'il faut nationaliser les crèches et les EHPAD, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent se poser? Et dans ce cas-là, parmi les autres solutions, est-ce que le lucratif est totalement exclu et ingérable, ou est-ce qu'il faut miser uniquement sur le non lucratif? Et je retiendrai aussi, dans la même ordre d'idées, une autre question qui est derrière celle-là. Si on accepte qu'il ne faut pas nationaliser tous ces secteurs et que ce n'est pas simplement des fonctionnaires locaux ou nationaux qui doivent assurer ce type de tâches, qu'est-ce qu'il en est de la régulation de ce secteur? Est-ce que ce que vous avez vu, décrit, n'est pas d'abord plutôt pas une faillite
du secteur privé en tant que tel, mais surtout une faillite de la régulation par le secteur public des délégations qui ont été données. Donc, je n'ai certainement pas rassemblé toutes les questions là, mais ça me paraît un premier bloc de questions qui se pose derrière ce qui vient d'être dit et derrière votre ouvrage. Alors, bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous dire que je suis très heureux d'être là et d'avoir entendu toutes ces questions ou ces interrogations, parce que, bon, si j'ai fait ces enquêtes qui m'ont pris beaucoup de temps, c'est en premier lieu, quand même, je dirais, pour mettre fin à des systèmes maltraitants. Le système Orpea était un système maltraitant vis-à-vis des pensionnaires, en premier lieu, évidemment, et vis-à-vis des salariés. C'était un système, je le résume très vite, mais c'était un système, en gros, d'optimisation des coûts et de captation de l'argent public. Et on va le dire, parce que maintenant on peut le dire, de détournement d'argent public. J'ai fait tellement attention dans les médias à trouver d'autres manières de dire les choses, mais c'est un groupe qui détournait de l'argent public. Il détournait de l'argent public de plein de manières différentes, mais les deux principaux procédés, c'était sur les excédents de dotation. En gros, il avait un budget de financement entre 1 et 2 millions par structure, avec un certain nombre de postes de soignants financés. Il en enlevait 2 ou 3 par structure et gardait l'argent. Donc ça faisait comme ça 20 millions dans les caisses d'argent public, hop, discretos. Et du coup, ça entraînait quoi ? 1, c'était détournement d'argent public. 2, une dégradation des conditions de travail parce qu'il y avait moins de professionnels que ce qui avait été budgété par l'argent public, sachant que déjà, ce n'est pas suffisant dans les ratios d'encadrement par rapport à d'autres pays européens, notamment de pays nordiques. Et donc, ça avait une conséquence sur la qualité de la prise en charge, parce qu'il n'y avait pas assez de professionnels pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, il y avait ça. Il y avait le système de marge arrière où on récupérait, pareil, de la même manière, une partie de l'argent qui était alloué pour l'achat des couches, des produits de santé, etc. Bon, donc, c'était un système maltraitant. C'est la même chose avec les ogres. Donc, disons que mon premier boulot de journaliste, c'est que j'essaye, avec les sources qui participent à tout ça, de mettre un terme à ces systèmes. Le deuxième que j'essaye à chaque fois de faire, et quand ça réussit, vraiment, ça me réjouit, c'est d'entraîner un débat. Non pas de dire, parce que moi, c'est pas mon boulot de journaliste de le faire, il faut supprimer, combien de fois on m'a posé cette question, il faut supprimer le marchand lucratif dans les EHPAD et dans les crèches. Moi, c'est pas mon boulot de le dire. Mon boulot, c'est d'apporter un éclairage, des éléments factuels, et que ça entraîne un débat de société dans les familles, au sein de l'hémicycle, qu'on ait un vrai questionnement sur quelle est la place de ces entreprises dans ce secteur, aussi quelle est notre responsabilité collective dans ces secteurs de la vulnérabilité. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ces questions de vulnérabilité. Et donc que ça entraîne un débat dans la société. Et ça a marché, franchement, pour les fossoyeurs. Je l'ai vu, on en a parlé dans l'hémicycle. Il y a eu la plupart des candidats à la présidentielle qui se sont emparés du sujet avec des positionnements différents. Et puis, ça a entraîné sûrement un débat dans les familles. Est-ce qu'on met... avant même la question de est-ce qu'on met notre père, notre mère, notre grand-père, notre grand-mère dans un EHPAD privé lucratif, c'est est-ce qu'on met notre père ou notre mère dans un EHPAD ? Ou est-ce qu'on va essayer de le garder un peu plus à la maison et de prendre un peu de notre temps dans ces sociétés où on a de moins en moins de temps pour s'occuper des plus fragiles d'entre nous. Donc, ça a entraîné un débat. Donc, quand ça entraîne ce genre de questionnement, moi, ça me réjouit toujours. Pour répondre sur quel est, moi, mon positionnement après toutes ces enquêtes, ce que je raconte d'abord, c'est pas de dire... le privé fait tout mal et le privé fait tout bien. C'est jamais comme ça que je vois les choses, d'ailleurs. Il se trouve que, par exemple, pour cette enquête sur les ogres, j'ai été accompagné aussi par des groupes privés. Un groupe comme Babylou, qui est un des leaders du secteur, il participe à cette enquête. Il répond à ces interrogations. Et il souhaite
qu'il y ait une mise en lumière des dérives dans ce secteur. Parce qu'il sait qu'il y avait certains acteurs qui faisaient n'importe quoi, ce qui dégradait non seulement l'image du secteur, mais ce qui dégradait l'attractivité, les conditions de travail, qui faisait qu'il y avait de moins en moins de professionnels, et il y a de moins en moins de professionnels aujourd'hui qui veulent travailler dans le secteur de la petite enfance. Donc, c'est ce que j'essaye toujours de faire comprendre dans les médias. C'est pas un petit journaliste de gauche qui veut se faire des grands groupes privés. C'est pas ça l'histoire. Il y a dans ces secteurs où il y a des personnes vulnérables, beaucoup d'argent public. Il y a un certain nombre de businessmen, d'hommes d'affaires, qui ont vu très vite que c'était des marchés extrêmement lucratifs, parce qu'il y avait beaucoup d'argent public, parce qu'il y avait des situations de quasi-monopole. Quand vous êtes entrant dans le secteur, quand vous êtes dans le secteur des EHPAD, encore plus que dans les crèches, mais il y a de telles barrières à l'entrée qu'en fait, une fois que vous obtenez des agréments des ARS, vous êtes dans une situation de quasi-monopole. Vous pouvez faire 95, 97%, 99% de taux d'occupation. Vous êtes à peu près sûr de gagner de l'argent. Tous ceux qui sont rentrés dans le secteur des EHPAD, qui ont monté des groupes, ils sont tous dans le top 500 des plus grosses fortunes françaises. Moi, mon sujet, c'est que c'est des secteurs où il y a beaucoup d'argent public, où il y a, malgré cet argent public et malgré le fait qu'on traite de personnes vulnérables, des systèmes de contrôle qui ne sont pas efficients. Et donc, quand il y a des dérives, elles perdurent pendant 20 ans. Quand même ça, moi, je me suis rendu compte de ça pour Orpea dans les EHPAD et People and Baby dans les crèches. Bon, ils ont détourné de l'argent public pendant 20 ans sans que personne ne s'alarme. Ils ont dépassé la capacité réglementaire de leurs établissements, que ce soit pour les crèches ou pour les EHPAD. Ils n'ont pas respecté les ratios d'encadrement. Enfin, ils ont eu des pratiques irrégulières dans à peu près toutes les branches de leur entreprise sans qu'il y ait d'alerte et sans qu'il y ait de contrôle qui permettent de mettre un terme à ça. Ça, c'est évidemment un des premiers questionnements, c'est pourquoi il y a cette supériorité du privé sur le public? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Et sûrement, ça raconte que, en fait, on a ouvert ces secteurs, qui étaient des secteurs publics. On les a ouverts au privé, dans les EHPAD à partir de la fin des années 80, début des années 90, dans les crèches à partir de 2004, parce qu'il y avait une lacune des pouvoirs publics. En gros, on ne créait pas assez de places en crèche. Donc on a dit, et on ne crée pas assez de places en EHPAD, donc on a dit au privé, venez en gros nous aider à créer des places. Donc c'est au départ une déficience des services publics. L'État ne mettait pas assez d'argent dans ces secteurs. On a laissé le privé arriver, qui lui, de manière magique, a réussi à gagner beaucoup d'argent. Et d'une certaine manière, moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois après, c'est maintenant 6 années plongé dans ces secteurs, on a fait preuve de mansuétude vis-à-vis de ces groupes. On savait, franchement, ils n'ont pas tout découvert en lisant Les Ogres et les Fossoyeurs. Hein, ils ne sont pas aussi mauvais quand même. Il y avait des remontées d'informations. On savait qu'il y avait de certains groupes un jeu sur l'argent public. On savait que les critères, les ratios d'encadrement n'étaient pas toujours respectés. Il y avait parfois des remontées des ARS ou des PMI, etc. Et pourtant, très peu, voire pas de sanctions, parce que quand même, partout, et au niveau national et au niveau municipal, il y avait la question de « Ok, on fait quoi s'ils ne sont plus là ?» Non, mais la crèche, tu me la fermes pas, parce que moi, j'ai 60 familles, je leur dis quoi? Il faut bien qu'elles aillent travailler. Donc, non, et puis moi, j'ai pas les moyens de créer une crèche. Pareil pour les EHPAD. Et donc, je pense que pendant très longtemps, trop longtemps, on a fait preuve de mansuétude vis-à-vis de ces groupes. On les a laissés dériver. Et la conséquence, en fait, elle est catastrophique pour tout le monde. Parce que c'est bon ni pour les pensionnaires, que ce soit les personnes âgées ou pour les enfants. C'est pas bon pour la qualité de service. Et c'est pas bon pour ces groupes. Parce que, au final, il
y a toujours un moment où ça sort, de toute façon. Et de laisser perdurer comme ça des dérives pendant si longtemps, ça a dégradé durablement la réputation de ces groupes et de ces secteurs. Et oui, alors dans les EHPAD aujourd'hui, il y avait l'air... Bon, après, je vais laisser la parole après parce que je peux faire 1 heure comme ça. Il y avait l'ère des hyper-profits. Orpea faisait des profits colossaux, personne ne s'inquiétait. Maintenant, et ce n'est pas que depuis la sortie des softwares, mais c'est à 80 ou 85%, ils sont tous en déficit. C'est pas bon non plus, c'est une catastrophe. Et dans les crèches, ce qui est en train de se passer n'est pas bon non plus. Ils vont avoir de plus en plus un problème de rentabilité. À force d'avoir fait n'importe quoi, ça va se retourner contre eux. Et ils se sont tirés une 2e balle dans le pied à force d'avoir voulu optimiser les coûts partout, et notamment sur la masse salariale. Et donc d'avoir dégradé les conditions de travail et conditions de ces métiers. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de professionnels dans le grand âge ou dans le secteur de la petite enfance. Il faut bien dire à 90%, ce sont des femmes qui occupent ces postes. Bon, elles sont dans des conditions de travail très dures, dans des logiques de plus en plus industrielles. Elles sont payées une misère. Dans les crèches, elle peut être payée 1 500 net au bout de 3 années de travail. C'est-à-dire qu'en banlieue parisienne, elles n'en vivent plus. Bon, à force de faire ça, ça s'est retourné contre eux. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à recruter. Et donc, ils sont obligés de fermer des places de crèche. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut repenser ces systèmes et que ça sera au bénéfice de tout le monde, même des groupes privés lucratifs. Avant de faire rebondir sur plusieurs éléments, Émilie, je veux bien sur la partie un peu vue du public, sur ces clés de régulation, parce qu'il y a beaucoup de questions qui interrogent ça. En fait, quel que soit le modèle en face, vu l'argent que mettent les concitoyens, que ce soit en financement direct ou en déduction fiscale, des systèmes, là, on parle quand même pas que des DSP, c'est-à-dire pas uniquement quand l'État met à disposition du foncier pour. On parle de l'ensemble du financement de ces secteurs. Est-ce que la régulation est au niveau et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce rapport au public? Bonjour à toutes et tous. Du coup, j'en profite pour me présenter. Je suis Émilie Agnew, je suis haute fonctionnaire territoriale, donc je travaille en collectivité locale et j'ai cofondé un think tank qui s'appelle le Sens du service public en 2021, justement pour s'éviter les débats faut-il plus ou moins de fonctionnaires, plus ou moins de dépenses publiques, mais comment on réoriente notre modèle. Et par ailleurs, je suis experte à la Fondation Jean Jaurès également sur ces questions-là. Ce que posent les livres de Victor Castanet, effectivement, dans tout cet écosystème-là, c'est la place de la puissance publique et le retrait de la puissance publique et des acteurs publics dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes publics. Alors, on n'est pas totalement dans une nouveauté dans l'histoire récente de notre pays, puisque la socialisation d'un certain nombre de dépenses et de services, elle s'est formalisée à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. Avant, ces problématiques-là, elles étaient prises en charge par 2 types de systèmes. Il y avait le système familial, et notamment les femmes qui prenaient en charge le soin aux enfants, le soin aux aînés. Et puis, il y avait le système de la charité, des hospices, et qui était notamment organisé par l'Église catholique. Bon, on a vécu une phase de sécularisation de la société française et également une émancipation, fort heureusement, des femmes qui ont pu aussi accéder à d'autres fonctions sociales, mais qui sont maintenues, on l'a vu, dans des fonctions sociales subalternes et avec des métiers qui sont faiblement rémunérés et considérés. Pour autant, ça pose la question de ce qu'est un système maltraitant. Et est-ce que la maltraitance institutionnelle n'est le fait que du secteur marchand, privé, lucratif? Je crois que malheureusement, cette préoccupation de la bientraitance, elle doit aussi nous questionner quand on est dans des activités en régie ou même associatives. Alors pas forcément parce qu'on recherche le profit, mais parce qu'on recherche aussi à optimiser les coûts, à optimiser la gestion dans le fonctionnement de nos services publics, à optimiser l'utilisation des deniers publics, parfois pour aller d'ailleurs s'intéresser à d'autres secteurs de l'économie. Et donc ça pose la question de la justice et de la juste dépense. Qu'est-ce qu'il vaut mieux financer? Est-ce qu'on doit
tout financer quand on est tel ou tel acteur public? À quel endroit faut-il mettre la priorité? Qui doit payer? Qui doit recevoir? Parce que là, on est sur des services publics où il y a aussi des tarifications qui sont très différentes en fonction de la capacité contributive des usagers et des usagères. C'est d'ailleurs ce qui motive aussi une offre libéralisée en disant que certains ont les moyens et que donc finalement, s'ils ont les moyens, ils peuvent s'adresser à cette offre-là. Et en fait, la question que ça pose, c'est la question de la qualité empêchée. Et cette qualité, elle est aussi empêchée dans le secteur public. Quand on va observer le travail dans une crèche ou dans un EHPAD, on voit que c'est des journées qui sont extrêmement rythmées pour répondre aux besoins des résidents ou des jeunes enfants, mais aussi au rythme des parents ou des familles et également au rythme d'optimisation des finances publiques, mais aussi du temps de travail des agents. Et voilà, c'est des choses aussi qui sont très basiques, mais parfois parce que vous allez vouloir optimiser le temps de travail de votre agent qui est un agent public, eh bien, vous allez aussi quelque part faire de la maltraitance institutionnelle parce qu'il va falloir faire, par exemple, rapidement manger les résidents pour pouvoir libérer vos agents à une certaine heure. Et donc, je pense que le secteur public doit aussi se questionner, d'autant que ce soit pour les crèches ou pour les EHPAD, le système privé lucratif n'est qu'une toute petite partie de la prise en charge globale de ces problématiques et une toute petite partie, une partie de la prise en charge institutionnelle. Donc effectivement, il y a une réflexion d'ensemble à avoir. Je pense qu'il faut aussi éviter l'effet mouton noir, c'est-à-dire que People and Baby qui est mise en cause dans les ogres, je ne suis pas sûre que chez les concurrents, y compris chez Babylou, on soit forcément toujours sur des pratiques particulièrement vertueuses. Ils ont aussi participé de ce système-là. Et donc ça pose bien évidemment la question de la puissance publique qui n'a pas anticipé ses besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé qu'il y allait y avoir de plus en plus de femmes qui allaient travailler, que la solidarité familiale allait continuer à décroître. Il y a eu un problème de régulation, de logiciels de pensée et d'action publique et d'outillage. On l'a vu notamment avec la question de la tarification notamment. Mais je trouve qu'il faut aussi qu'on se questionne tout à l'heure. Je crois que c'est vous qui parliez de modèles de société, de choix de société. Moi, ce qui m'interroge, c'est la place du citoyen dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une responsabilité de la puissance publique, des acteurs privés, du politique, et pas que d'Aurore Berger d'ailleurs sur la question de la petite enfance. Mais il y a aussi une responsabilité du citoyen, c'est-à-dire à quel moment le citoyen il est prêt aussi à contribuer financièrement, mais aussi à s'engager. On voit qu'il y a le modèle notamment des crèches parentales, qui reste là aussi un modèle assez minime dans la prise en charge de la petite enfance. Et donc, ça questionne aussi l'ensemble du système économique et notamment des employeurs pour permettre d'articuler une vie professionnelle et une vie privée, un engagement citoyen pour aussi prendre en charge ses besoins au niveau citoyen. Et donc, j'ai beau être fonctionnaire, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément une prise en charge institutionnelle de l'ensemble de ces besoins sociaux. Et je trouve que ce qui serait aussi vertueux dans ce débat-là, c'est de questionner le rôle que chacune et chacun on peut jouer en tant que parent, mais aussi en tant que citoyen pour la prise en charge de ses besoins. Je veux bien, dans le prolongement de ce que vient de dire Émilie, envoyer une question. Moi, j'ai particulièrement lu Les Ogres, où on décrit le système de manière très approfondie de People and Baby. On voit d'ailleurs les caractéristiques du modèle lucratif dans notamment la réduction des coûts et la recherche de la marge systématique. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont frappée et qui sont pour moi assez contre-intuitives quand on parle de modèle lucratif. La première, c'est que le modèle global est peu rentable, c'est-à-dire qu'on voit les effets, et d'ailleurs c'est ce que vous décrivez plusieurs fois, People and Baby n'est pas rentable. Les résultats économiques de People and Baby montrent une absence de rentabilité du modèle global, alors qu'il y a un surenrichissement de son patron. Et deuxième chose qui m'a paru assez contre-intuitive pour être aussi une réflexion plus globale du secteur lucratif, c'est que en fait le patron agit seul, c'est-à-dire qu'il a exclu les autres actionnaires quasiment, ou en tout cas il veut rester agir seul. Quand on voit que dans les modèles capitalistiques, on est plutôt sur l'acceptation que la gouvernance de l'entreprise va s'élargir avec ses actionnaires. Dans une recherche, tout le monde est d'accord autour de la table de rentabilité, mais c'est quand même pas exactement le même type de gouvernance. Donc, on est sur un modèle sans actionnaires quasiment et qui est non rentable. Ce qui fait comment cet exemple-là, il peut quand même apporter une réflexion sur le modèle lucratif et pas une réflexion d'exception sur un mauvais petit canard de ce secteur. Très bonne question.
Très bonne question, parce que trop souvent, moi, quand j'ai entendu des réactions politiques, et notamment de la France insoumise, il y avait quelque chose un peu caricatural sur c'est les méchants actionnaires, les méchants fonds d'investissement qui sont derrière ces groupes qui, en gros, demandent une renta de 15% et donc mettent une pression financière qui va entraîner la maltraitance. Ça peut être vrai, c'était le cas par exemple chez Orpea, CPPIB, le fonds de pension canadien et la famille Peugeot, oui, ils avaient une telle demande de rentabilité que ça mettait une pression sur Orpea qui devait faire pression sur ses directeurs. People and Baby, effectivement, raconte totalement autre chose. Il n'y a pas d'actionnaires au sein de People and Baby et c'est en partie qui a permis une accentuation des dérives. C'est-à-dire que Christophe Durieux, le fondateur, moi je ne vais pas refaire toute l'histoire de People and Baby, il a des techniques irrégulières, et notamment sur les montages immobiliers dont je vais parler juste après, et il a une obsession du développement de son groupe. Il veut grossir au détriment de la qualité de ses structures. Donc à l'époque, il a un actionnaire institutionnel, il a la Caisse des dépôts, avant que ça devienne la BPI. Et qui lui disent « Oula, attention là, parce que ton siège, tes fonctions support, ça va pas du tout, c'est un bordel sans nom. Et toi, tu veux emprunter et continuer à développer, à acheter des structures et tout. Il faut faire les choses à temps, dans le bon timing. Et puis, attends, les loyers de tes locaux, là, ils sont un peu chers. Et puis, le siège de l'avenue Hoche, dont tu es propriétaire, ça me paraît un peu cher et tout. » Bon. Comme il se fait emmerder par ses actionnaires qui sont un peu trop regardants, il trouve une autre solution. Il se dit, tiens, comment je peux me développer, emprunter des quantités astronomiques et être tranquille au board, que personne me demande des comptes. Et donc, du coup, dériver sans que personne l'arrête. Il va trouver, moi, ce que je ne connaissais pas, je connaissais les fonds d'investissement, lui, il trouve un fonds de dette. Un fonds de dette vous prête de l'argent, mais ne devient pas actionnaire. Simplement, comme tout, ça a un coût. S'il vous prête beaucoup d'argent mais qu'il ne prend pas 10% de votre capital, il va se rémunérer autrement. Et donc un fonds de dette, en fait, c'est comme une banque mais avec beaucoup plus d'intérêt. Vous rajoutez 3 ou 4 points. Donc aujourd'hui, ils sont toujours avec ce fonds qui s'appelle Alcentra, qui leur fait des lignes de crédit de 100 millions par 100 millions. Là, ils ont 600 millions de dettes et avec des taux qui peuvent aujourd'hui avoisiner les 13 ou 14%. Donc ils sont morts à force d'avoir fait ça. Et donc c'est intéressant parce que c'est pas l'histoire d'un groupe qui s'est fait bouffer par un fonds d'investissement. C'est la dérive d'un homme qui a dérivé tout seul et qui après s'est mis dans les mâchoires d'un fonds de dette. Mais c'est pas des grands méchants fonds qui l'ont poussé à rationaliser, optimiser ses coûts. Donc il y a aussi un questionnement plus large à avoir sur l'endettement de ces structures et les obsessions de développement. Et sur le deuxième point, on en vient presque à trouver que c'est normal et que c'est vachement mieux d'avoir des actionnaires sur la petite enfance parce qu'au moins on a une garantie qu'il y a plusieurs yeux qui contrôlent. En fait, peu importe le secteur, il y a un truc qui est sûr, c'est que concernant les boîtes, il vaut mieux avoir plusieurs personnes au board que être tout seul. Ça ne veut pas dire que quand il y a plusieurs personnes au board, il n'y a pas de dérive, parce que Orpea, il y avait plein de monde au conseil d'administration, ils ont fait n'importe quoi. Et pourtant, au conseil d'administration, ils avaient de l'expérience, des beaux diplômes, tout ce qu'il fallait et tout. Ils ont laissé faire n'importe quoi pendant 20 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'avec un conseil d'administration, ça évite les dérives, mais ça permet quand même d'avoir une sorte de surveillance. La deuxième chose qui, effectivement, est intéressante chez People and Baby, c'est que contrairement, effectivement, à Orpea ou au secteur des EHPAD, où c'était le règne des hyperprofits, Orpea faisait 34% d'EBITDA à un moment. Enfin, c'était colossal. Et quand vous étiez un petit épargnant français, un petit retraité, où vous aviez 20 000 euros de côté, et vous disiez, tiens, comment je vais investir 20 000 euros? Je vais aller voir mon conseiller bancaire. Et il vous disait, attendez, le meilleur investissement possible, c'est les maisons de retraite. Et au sein des maisons de retraite, le meilleur investissement, c'est Orpea.
Orpea, c'était la poule aux œufs d'or, et d'ailleurs personne s'inquiétait du fait qu'ils gagnent autant d'argent et que c'était pas normal. Toujours est-il que dans les crèches, c'est pas du tout la même histoire. Les taux de renta sont beaucoup plus faibles. Et moi, ce que j'ai découvert au sein de People and Baby, c'est que c'est un groupe qui gagnait rien. Et donc, je regardais les comptes et ça n'avait pas de sens. Je ne comprenais pas pourquoi les fondateurs allaient s'embêter et prendre tant de risques à optimiser les coûts, à jouer avec la réglementation, à franchir la ligne jaune pour se payer globalement un salaire de 10 000 euros et ne pas toucher de dividendes. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, ils avaient mis en place des montages immobiliers où ils étaient propriétaires via leur SCI personnel des locaux de leur crèche qui se louaient à eux-mêmes en fixant eux-mêmes les tarifs. Donc, évidemment, vous pouvez mettre les loyers que vous voulez. Et que donc, si People and Baby n'était pas rentable, il y avait une raison. C'est que l'enrichissement se faisait en parallèle, voire au détriment. Et que en fait, quand vous êtes vraiment un gros malin, le mieux, c'est de ne pas gagner d'argent, parce que comme ça, vous ne payez pas d'impôts et vous ne payez pas d'intéressement pour les salariés et tout un tas de sujets qu'on pourrait lister. Mais parfois, mieux vaut ne pas, en tout cas officiellement, générer des revenus. Ouais. C'est pas simplement une question, c'est plutôt des remarques. Mais, et d'autre part, je vous prie de m'excuser, mais je vais devoir m'en aller à 15h30. C'est deux choses. Je crois que ce que montrent ces exemples, à la fois dans les EHPAD et dans les crèches, c'est effectivement l'importance de la question de la gouvernance des entreprises. Et la gouvernance des entreprises, le problème, c'est pas simplement de savoir si il y a des actionnaires ou pas, ou si les patrons sont tout seuls et qu'ils font ce qu'ils veulent. La gouvernance des entreprises, c'est aussi la place des salariés, les droits des salariés, leur pouvoir de contrôle sur ce que font les patrons. Et malheureusement, ces domaines-là sont très faibles en France. Ils ont été fortement affaiblis au cours des dernières années, notamment dans des entreprises de taille de moins de 50. On a beaucoup creusé les écarts des droits sociaux entre les petites entreprises, entre guillemets, et les grandes entreprises. Donc, ce que montrent ces dérives du point de vue des salariés, c'est déjà les conséquences que peuvent avoir l'affaiblissement des droits sociaux en France, l'affaiblissement du mouvement syndical. Je pense que Victor Castanet n'a pas d'expérience, mais je suis sûr que dans des structures similaires en Allemagne, par exemple, ça se poserait de manière très différente parce que les droits des salariés sont beaucoup plus forts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a déjà été souligné, mais c'est la question du contrôle par l'État. Donc, Victor l'a rappelé, il y a eu plein de remontées. Ils savaient des choses et ils n'ont rien fait. Ça pose une question qui est, à mon avis, centrale dans les difficultés de la société française. C'est on a un État qui est mal foutu, et en particulier un État qui est mal foutu pour répondre, parce qu'il répond très mal à ce que lui disent les citoyens sur la manière dont il rend les services. Si vous voulez, il y a un gars que j'aime beaucoup, qui est un économiste, qui n'a jamais fait une seule équation, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, il s'appelle Hirschman, qui a fait un bouquin qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty. Il décrit donc les deux mécanismes de base qui peuvent exister. Il y a l'exit, si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs, c'est la logique du marché concurrentiel classique. Et la voice, c'est si vous n'êtes pas content, vous l'ouvrez jusqu'à ce que l'activité s'améliore, les services qu'on vous rend s'améliorent. Ça, c'est normalement l'interaction de base du service public, qui, lui, est monopolistique sur le territoire qu'il couvre. Il peut y avoir de l'exit dans les services publics. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en Belgique parce que vous payez trop d'impôts. Enfin, ça concerne relativement peu de gens. Le problème de la France, un des problèmes spécifiques de la France, c'est qu'on a un appareil d'État qui a été construit par des rois absolus pour maîtriser leurs nobles, qui
qui a été consolidé ensuite par des généraux, en particulier un qui s'appelle Napoléon Bonaparte, pour maîtriser son territoire, et sur la dernière période par un autre général qui s'appelle le général de Gaulle, qui ont été construits sur le modèle de l'armée, descendant, c'est les ordres qui descendent, etc., mais qui est très mal foutu pour justement cette fonction de voice, c'est-à-dire pour qu'il y ait des informations remontantes, qu'il y ait des effets effectifs sur la qualité des services rendus. Je ne suis pas sûr que ce soit très différent sur le plan local. Enfin, ce n'est pas simplement une question entre Girondins et Jacobins. Je pense que sur le plan local, il y a des logiques féodales assez proches, malheureusement, qui s'appliquent également. Et ce que montre Victor dans son travail, c'est qu'il y a vraiment une nécessité absolue de changer ça, d'améliorer l'obligation qui est faite à l'État et au secteur, aux gens qui le régulent, de répondre effectivement à ce que lui disent les citoyens sur la mauvaise qualité des services qui sont rendus. Alors, c'est encore aggravé évidemment par le fait que les gens directement concernés, que ce soit des bébés ou des personnes âgées, ont une voice propre qui est assez faible, mais ils ont quand même, ces gens-là, des familles, et il faut mieux prendre en compte ce qui remonte. Je veux bien, Émilie, te faire rebondir. Alors, pas sur le dernier point de Guillaume, qui est essentiel, par ailleurs, c'est l'incapacité des personnes âgées et des bébés de parler pour eux-mêmes. Donc, la difficulté de retracer et de lancer l'alerte, c'est quand même un point ultra important de ce livre. Et je pense qu'on voit bien cette difficulté-là, mais plutôt sur une autre dimension qui est aussi un peu la responsabilité de l'État. On parlait tout à l'heure des crèches en disant que ça reste une partie mineure, c'est moins de 20% du marché, si je ne me trompe pas, qui est occupé par des crèches privées lucratives. Mais par contre, 90% des nouveaux berceaux, si je ne me trompe pas non plus. Ce qui veut dire qu'en matière de développement, si on se projette en prospective, on se demande quel est l'avenir de ce secteur-là. Et je voudrais interroger un point précis. Moi, j'ai été assez choquée de découvrir que la banque, que la CDC, la Caisse des dépôts, via la BPI, était investisseur au départ de People and Baby. C'est-à-dire qu'un acteur qui pèse 20% du marché permet aujourd'hui de lever de l'investissement public. Mais quelle est la responsabilité de l'État là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à porter en matière, de dire sur ces secteurs-là, il y en a marre, il faut pouvoir avoir une logique du non lucratif ou du privé mais non lucratif. Est-ce qu'on n'a pas une réservation, un peu comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais sur la position de SS France, à se dire clairement, on veut aujourd'hui une stratégie cohérente de l'État par son rôle d'investisseur, mais aussi par son rôle local, autour de la réservation de ces secteurs vers le non lucratif, à minima, voire le tout public. Merci, parce que ça me permet de prolonger mon propos de tout à l'heure, qui reviendra à dire que la question n'est pas tant privé versus public, lucratif versus non lucratif, parce que la question de la remontée des alertes et de la capacité de l'appareil d'État à se repositionner et à réagir face à de tels agissements, ce n'est pas que parce que ce sont des acteurs privés. Je crois que la réaction n'a pas eu lieu. Et donc, je ne suis pas persuadée qu'en écartant totalement les acteurs privés lucratifs de ce type de secteur, on peut aussi très bien l'entendre dans d'autres secteurs qui sont soumis à des délégations de services publics avec le même type de dérive. On peut penser à l'eau, l'assainissement, enfin, toutes ces choses-là. Je pense qu'on peut calquer cette grille de lecture. La question, effectivement, c'est comment on réoriente le fonctionnement de l'appareil d'État et comment, en fait, on le démocratise. Aujourd'hui, il existe des comités d'usagers, on a développé beaucoup de démocratie participative, d'associations des citoyens, mais on voit que ça ne fait pas forcément bouger les logiques qui sont à l'œuvre historiquement et avec des effets effectivement mimétiques au niveau des collectivités locales, y compris parce que les collectivités locales fonctionnent également sur un système très centralisé comme fonctionne l'État central autour de l'exécutif. Donc je pense que la question qu'on doit poser, c'est effectivement quelle place on peut donner aux citoyens et aux citoyennes dans la démocratisation de l'action publique pour leur permettre de faire des audits, d'évaluer et de se rendre compte du coût de la qualité, mais aussi des coûts de la non-qualité. Et ça, effectivement, ce serait une réforme véritablement d'ampleur qu'on aurait à instaurer. Mais là encore, j'en reviens à la responsabilité citoyenne qui, je pense, c'est l'élément peut-être qui n'est pas questionné dans les livres. C'est-à-dire que je remarque que dans la société française, on a quand même beaucoup de mal avec la question du contrôle, avec la question de l'évaluation, et on n'aime pas trop ce que certains politiques appellent l'administration administrante.
on demande moins de fonctionnaires, moins de dépenses publiques, moins d'impôts, moins de bureaucratie. Et en fait, derrière, c'est exactement ce qui se passe là dans le livre, c'est-à-dire que ça correspond à un retrait de l'État qui laisse du coup le champ libre à des acteurs privés qui peuvent avoir des conduites dysfonctionnelles, qui font qu'après, l'État il est complètement impuissant pour pouvoir corriger ces trajectoires-là, pour pouvoir agir. On concentre la capacité d'action et de décision aux mains d'un tout petit nombre de personnes qui elles-mêmes n'agissent pas. Alors, parfois parce qu'il y a des collusions, des conflits d'intérêts, mais aussi parce qu'elles n'ont plus les leviers pour pouvoir agir. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir le questionner. Et les débats que l'on a aujourd'hui sur la débureaucratisation, ça fait plaisir à tout le monde. Sauf qu'en fait, derrière, ce sont des choses qui ont conduit typiquement à libéraliser le secteur de la santé, à avoir des centres de soins non programmés qui ont pu être ouverts sans autorisation préalable, faire concurrence au secteur public, aux urgences, c'est-à-dire que très concrètement, ils sont allés ponctionner des internes aux urgences pour ouvrir juste à côté des centres de soins non programmés qui font 60 à 80 visites sur des actes rentables et ils renvoient vers les urgences, bien évidemment, les situations les moins rentables et les plus complexes. Ça, on voit que c'est aussi en train de se développer avec les micro-crèches. Alors ça, c'est encore pire parce que les micro-crèches, c'est encore moins régulé comme système, avec des restes à charge aussi beaucoup plus importants pour les familles, des normes beaucoup moins contraignantes pour l'encadrement et la qualité de service. Et en fait, tout ça, c'est permis parce qu'on détricote aussi une partie de la législation, une partie de l'appareil d'État qui permet justement de garder le contrôle sur tout un tas de secteurs. Ah oui, pour prolonger là-dessus, il y a une chose dont je me suis rendu compte pendant ces enquêtes, c'est que donc, vous avez des acteurs privés, mais vous n'avez pas la loi du marché. Et qu'en fait, sûrement, là, dans ce cas-là, la loi du marché, elle serait profitable à tous. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ces acteurs privés, ils arrivent là, ils ont des dotations publiques, et il se passe deux choses. Un, ils sont dans des situations de quasi-monopole, que ce soit dans les EHPAD ou dans les crèches. Donc, en gros, franchement, s'il y a des dysfonctionnements dans votre établissement, vous allez toujours remplir. Il y a quand même ça. Vous allez toujours remplir à plus de 90%. Et moi, je pense que si vous appliquez la loi du marché et les règles du marché, et notamment la transparence, il n'y a même pas besoin de faire plus de contrôles. Il faut des contrôles et il faut des contrôles efficaces. Mais je pense que ce qui aurait le plus d'effet pour augmenter la qualité, c'est la transparence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous imposez pour chaque EHPAD de France et pour chaque crèche de France 5 indicateurs de qualité hyper basiques que tout le monde peut comprendre. Nombre de personnel, voilà, il y a combien d'effectifs dans mon EHPAD. Pour 100 pensionnaires, j'ai combien d'effectifs, nombre de personnel. Turnover. Est-ce que, en gros, j'ai 10% de turnover, c'est-à-dire les gens restent dans cet EHPAD où j'ai 35%, ça tourne en permanence, et la directrice, ça fait pas 6 ans qu'elle est là, mais il y en a eu 6 différentes depuis 6 ans. Le taux d'absentéisme, bah pareil, si vous avez des très gros taux d'absentéisme, ça veut dire que globalement, les conditions de travail doivent être difficiles, que donc le personnel n'est pas forcément très heureux, et donc que c'est pas très bon signe pour les pensionnaires. Et on va dire, je ne sais pas, le coût repas journalier. Combien vous dépensez dans cet EHPAD pour la nourriture des résidents et combien dans celui d'à côté. Bah, vous faites ça. 5 indicateurs. Tous les EHPAD de France, toutes les crèches de France. Un site gouvernemental où ils sont obligés de publier ça tous les ans. Bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est que d'un coup, le client, famille, les enfants de résidents, ils reprennent le pouvoir. Parce que, au moins, ils peuvent comparer entre plusieurs offres. Aujourd'hui, peut-être ça a arrivé à certains d'entre vous dans cette salle. Il y a votre père ou votre mère ou votre grand-père. Bon, ça arrive souvent après un accident. C'est souvent dans des situations d'urgence. D'un coup, vous voyez l'état cognitif de votre grand-parent se détériorer. Il faut le passer en EHPAD. Il y en a 3 autour de chez vous. Mais qui est capable de dire que celui-là est mieux que celui-là ? Personne. Franchement, il n'y a pas. Je vous laisserai... allez-y, sinon je vous dirai après. Pardon, je
crois qu'il y a un comparateur indépendant, éthique, qui s'appelle Happy Pappy. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Ouais. J'en ai entendu parler à la Silver Economy. Alors, il y a eu pendant très longtemps, donc je ne connais pas celui-là. Il y a eu pendant... Celui-là, en fait, c'est les clients. Oui, alors il y a ça, et puis peut-être sur Google, il y a des avis Google. Mais pendant très longtemps, le seul moyen, c'est que vous alliez sur Internet, et puis il y avait effectivement des sites de placement qui étaient gratuits. Hein. Comment ça s'appelait? Maison de retraite. Enfin, il y en avait un. Donc vous alliez sur Internet, vous cherchiez une maison de retraite, et on vous rappelait, et on vous disait, attendez, mettez-le dans l'EHPAD Orpea, là près de chez vous, il est super, vraiment, on a des super commentaires. On va vous aider à trouver une place. Et j'apprenais quoi? Que ce site de placement, il était payé par les maisons de retraite, et qui étaient les meilleurs payeurs? Orpea, Korian et Colisée. Et que d'ailleurs, il y avait un truc génial, ça s'appelait, c'est les directeurs qui m'avaient raconté ça, c'était l'effet booster. En gros, pour remplir leurs établissements, ils faisaient appel à ces sociétés de placement. Et quand vraiment il fallait qu'ils remplissent pour augmenter leur TO en 24 heures, là, il leur fallait 3 résidents. Ils appuyaient sur booster, et au lieu de payer 1 000 € à la société de placement, ils payaient 3 000. Mais alors, dans les 24 heures, il y avait un vieux qui débarquait dans la structure. Toujours est-il que, encore aujourd'hui, vous n'avez absolument pas de moyens, à part quelques avis Google, à part des choses très artisanales, de comparer des structures, et donc vous faites un peu au pif. Ce qui fait que ça n'a aucun intérêt commercial stratégique de faire de la qualité. Pourquoi dépenser plus d'argent pour augmenter votre niveau de qualité si ça n'a pas un avantage économique? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a dans les Fossoyeurs un témoin important qui s'appelle Patrick Méteil, ancien directeur médical de la branche clinique d'Orpea. Il était membre du COMEX. Il était tout en haut du groupe, dans les 10 plus importants. Il me dit un jour, je me retrouve en COMEX, il y a Jean-Claude Brodanque, le directeur général délégué à l'exploitation, le cost killer, et il se permet un moment de contredire Brodanque et dire « Mais attends, quand même, la qualité, il faut qu'on fasse gaffe là, à la qualité. » Et là, il se fait renvoyer dans ses cornes de manière assez violente. « Mais qu'est-ce que tu me fais chier avec la qualité, Patrick? T'es capable de me définir, toi, la qualité? Quelqu'un est capable en France de me définir la qualité dans un EHPAD? Non. Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec la qualité? Maintenant, va remplir la structure. » Et oui, la plupart de ces groupes, pendant très longtemps, se sont dit mais quel est l'intérêt de se battre pour la qualité? C'est pas ça qui va faire qu'on aura plus de résidents dans nos EHPAD. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et d'ailleurs, l'évolution même des profils des salariés dans ces groupes montre ça. C'est-à-dire qu'au début de l'ère de ces groupes privés dans les EHPAD, la plupart des directrices étaient des femmes d'un certain âge, expérimentées, anciennes infirmières, qui connaissaient le médico-social, qui avaient de la bouteille. Et progressivement, qu'est-ce que vous avez vu arriver? La plupart des directeurs, moi, au moment de mes enquêtes, étaient des hommes assez jeunes, milieu populaire, qui sortaient d'écoles de commerce, et qui étaient là pour gérer des budgets et qui n'avaient pas des notions de qualité. Parce que un moment, le pli, ça a été de gérer l'optimisation et des budgets et de l'occupation, et pas de se battre pour la qualité. Et donc moi, je pense qu'un des moyens qui pourrait transformer fondamentalement ces secteurs, au-delà même de dire il faut supprimer le lucratif ou pas, de toute façon, ça n'arrivera pas, donc je suis à peu près certain. Mais il y a une chose qui peut être faite, c'est OK, vous voulez jouer à ça, maintenant vous publiez tous ces indicateurs de qualité et vous allez faire confiance au marché. Et quand vous êtes une famille, du coup, vous allez choisir celui qui met le plus de personnel et qui met 6 € pour la bouffe au lieu de 4. Pour finir là-dessus, après, je vous laisse, madame, si vous voulez intervenir. Il y a une raison. Donc ils sont en train de réfléchir à ça, et moi, après la sortie des Fossoyeurs, j'ai vu, je ne sais pas,
combien de ministres, et entendu je ne sais pas combien de ministres qui ont dit oui, on va mettre en place ces indicateurs de qualité, donc je ne sais pas, ça rentre dans la loi, puis il faut un décret, enfin ça met une plombe. Et j'ai compris la dernière fois pourquoi c'était toujours pas en place. Et c'est là où ça va contredire tout ce qu'on se dit et où ça complexifie le débat. Pourquoi ils ne le mettent pas en place? Parce que s'ils mettent ça en place, ils vont se rendre compte que c'est une catastrophe dans les EHPAD publics et qu'ils ne respectent pas les ratios d'encadrement et qu'ils mettent aucune thune dans la bouffe et que c'est une catastrophe. Donc, pour pas qu'on aille taper sur le public, pour l'instant, ils disent bon, on va essayer de repousser un petit peu la transparence, mais bien sûr que ça pousserait tout le secteur, ça l'obligerait à augmenter son niveau de qualité. On va prendre, attendez madame, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main avant vous, on va prendre un petit tour de questions, remarques depuis la salle. On a une bonne dizaine de minutes pour qu'ensuite on puisse prendre les deux dernières interventions de la tribune. Donc il y avait Daniel, puis vous madame, puis monsieur. Pardon, je précise juste, je mettrai en priorité les gens qui ne sont pas intervenus tout à l'heure pour faire circuler la parole. D'abord ? D'accord. D'accord. Bonjour. Donc, moi, je suis Daniel Goldberg, je suis président de l'UNIOPS. Et l'UNIOPS, c'est une union nationale qui regroupe les associations de solidarité qui gèrent des établissements pour le compte de l'État et des départements, donc des EHPAD, des crèches associatives, non lucratives, mais aussi tous les lieux qui accueillent des mineurs à protéger, le logement accompagné, le travail social, etc. etc. Je voulais intervenir parce que, en fait, dans le débat, pour moi, il y a trois entrées qui sont mélangées un petit peu et qui ne sont pas exactement les mêmes. La première entrée, c'est, j'ai pris des notes en écoutant, hein, c'est une maltraitance organisée en vue de détourner de l'argent public. C'est l'affaire Orpea, c'est ce qui a été décrit dans votre second ouvrage, Les Ogres. Le deuxième sujet, et vous venez d'y revenir juste à l'instant, c'est les questions que je qualifierais de maltraitance institutionnelle qui peuvent toucher finalement n'importe quel mode de gestionnaire, qu'il soit privé lucratif, privé non lucratif, ce que je représente, et secteur public, établissement public. Et le troisième sujet, c'est la financiarisation du secteur du prendre soin, avec de plus en plus, ça a été dit à l'instant, que ce soit pour les crèches, que ce soit pour les EHPAD, de plus en plus d'acteurs privés lucratifs qui viennent sur un marché qui s'est ouvert beaucoup. On pourrait parler du secteur du domicile. Il y avait nos amis Vincent Santinelli qui a fait plusieurs débats là-dessus, à l'UNA, l'Union nationale, grand acteur du domicile associatif. Et on pourrait multiplier les exemples. Hein. En protection de l'enfance, vous avez des départements qui aujourd'hui font appel à des acteurs lucratifs pour s'occuper de mineurs à protéger, dans le champ du handicap, bien sûr aussi, etc., etc. Mais pour moi, il y a ces trois sujets. Sur le premier, bon, vous avez tout dit, tout écrit, et je n'irai pas beaucoup plus loin, si ce n'est qu'il y en a sans doute d'autres. Il y a d'autres choses à écrire. Non, mais il y a sans doute d'autres choses à écrire et je vous fais complètement confiance pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est sur du détournement d'argent public pour maximiser les profits, bon, il faut enquêter. Sur la maltraitance institutionnelle, la question qui se pose, elle se pose à tout le monde. Donc les questions de contrôle, de vérification que chaque institution, quelle qu'elle soit, est bien traitante en établissement ou en domicile, elle s'impose à toutes et tous. Et ça demande aussi, parce que vous parliez à l'instant des taux, par exemple, en protection de l'enfance, on a un débat aujourd'hui. Il y a un décret sur les taux et sur les normes qui doit être publié depuis 3-4 ans. Je me retourne à Jérôme Voiturier, qui est le directeur général de l'Union nationale que je préside, bon, et sur lequel nous, on est en difficulté. Parce que le jour où on publie ce décret, qui est en difficulté de ne pas pouvoir l'appliquer, ce sont celles et ceux qui président, nous sommes des associations à titre bénévole des associations, et celles et ceux qui les dirigent alors qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher, parce que les finances publiques ne le permettent pas, et parce qu'on est en pénurie des métiers de l'humain. Donc, il y a ces questions qui se posent dans tous les champs des solidarités. La pénurie des métiers de l'humain, le manque de financement public par rapport aux besoins, quel que soit le mode de gestionnaire, il se pose et il entraîne potentiellement des maltraitances que je qualifie d'institutionnelles vis-à-vis des personnes vulnérables accueillies. Et puis, il y a le sujet, moi, sur lequel je voulais le plus aller, tout en disant que, de ma part, il faut dénoncer les acteurs lucratifs,
malveillants, etc., etc. Mais il y a des acteurs lucratifs qui ne le sont pas. Ce n'est pas parce qu'on est lucratif non plus que l'on est bien malveillant. Et comme je l'ai dit, le statut n'est pas une vertu. Mais le point sur lequel je voulais surtout aller, et moi c'est celui-là qui, à mon avis, est le cœur du sujet aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit, c'est que les vulnérabilités, c'est un marché. Et c'est un marché qui est en expansion. C'est un marché qui est en expansion en France et en général dans tous les pays d'Europe. Il y a des scandales sur le grand âge avec un des grands acteurs publics français qui n'a pas encore été mis sur le devant de la scène, en Espagne par exemple. Et c'est un marché qui est non régulé en termes de type de gestionnaire, solvabilisé par des dépenses publiques. C'est-à-dire, pourquoi n'y avait-il pas de maisons de retraite ou de foyers logements lucratifs il y a 20 ou 30 ans? Parce que, pour dire les choses telles qu'elles s'écrivent aujourd'hui, il n'y avait pas l'APA. Il n'y avait pas l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc, il n'y avait pas cette solvabilisation par les pouvoirs publics d'activités lucratives ou non lucratives. Et c'est un marché qui n'est absolument pas régulé. Quand vous disiez monopole tout à l'heure, ce n'est pas complètement un monopole, c'est qu'ils sont sûrs d'avoir leur clientèle. C'est la réalité. C'est aujourd'hui, vous êtes parent d'un jeune enfant, vous devez aller travailler, vous n'avez pas de solution de garde d'enfant, vous prenez ce qu'il y a. Vous êtes enfant d'un parent en perte d'autonomie, en gros, vous prenez un peu ce qu'il y a aussi à proximité du domicile, la plupart du temps, de l'aîné, et je pourrais multiplier cette question-là. Or, ce marché, le fait qu'il ne soit pas contrôlé en termes de typologie d'acteurs, le modifie petit à petit. C'est ce qu'on s'est aperçu dans le domaine de la santé. Alors, on ne va pas refaire un débat sur la question sanitaire stricto sensu. Pourquoi les cliniques privées sont développées, on fait des urgences et un seul type d'urgence? Parce que c'est solvabilisé, c'est rentabilisé et c'est les activités les plus lucratives. Et dans un marché en expansion, le champ démographique, enfin le mur démographique du grand âge va commencer à partir des années 2030. Regardez ce qui se construit en ce moment, ce ne sont pas des EHPAD, ce sont des résidences-services, ce sont des structures où la personne est complètement valide, j'allais dire, mais n'est plus complètement autonome. C'est ça qui se construit partout. Et si vous faites le chemin entre le conseil régional et le palais des Ducs, vous allez avoir des beaux panneaux, j'en ai repéré 3. Et ça, ce ne sont que des acteurs privés lucratifs qui sont en capacité, parce qu'ils ont les reins financiers solides, de répondre à cette demande qui sera la demande, la vôtre, la mienne, on l'espère, si on arrive à un début de perte d'autonomie, et à coup sûr d'un certain nombre de nos proches. Et donc, le sujet principal pour moi, et je m'arrête, c'est laisse-t-on le marché faire son marché? Et derrière les malversations qu'il faut dénoncer, la question qui est posée à notre pays, c'est laisse-t-on le marché faire son marché, c'est-à-dire prendre les publics les plus rentables, dans les résidences-services ou dans des EHPAD lucratifs où vous pouvez payer, qui ne sont pas du tout malveillants, qui ne détournent pas d'argent, mais où le reste à charge est à 4 000, 5 000 euros par mois pour la personne accueillie et ses proches. Et d'un autre côté, où les EHPAD non lucratifs, publics ou associatifs, qui représentent en gros 80% des EHPAD aujourd'hui, le reste à charge est environ de 1 800 à 2 300 euros, ce qui est déjà très important pour la personne et pour la famille. Mais on n'arrive pas aujourd'hui à avoir cette forme de régulation. Et dernier point, pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir cette forme de régulation? Eh bien parce qu'il n'y a pas de gouvernance de ce secteur, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État, mais toute une partie pour les crèches, vous l'avez dit dans votre livre, ce sont les maires, qui en gros on dit le prix du berceau, si on le divise par 3, ça va vous arranger. Ça peut être ce sont les maires, qui par ailleurs favorisent l'implantation d'acteurs, quel que soit leur statut dans les quartiers suivant les besoins. Ce sont les conseils départementaux qui ont une partie de la responsabilité de l'action sociale, et c'est l'État en partie, seulement en partie. Et ça fait qu'il n'y a pas de gouvernance, et que la 5e branche, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'autonomie, n'en est pas une, c'est-à-dire ce qui devrait être le flux de, à la fois financier et de décision d'ouvrir de l'offre, ne joue pas du tout son rôle, ni au niveau national, ni au niveau local. Merci beaucoup. Madame, parlez bien dans le micro. Oui, en fait, ce que je vais dire, je ne suis pas président de l'Union. On s'en fiche, votre parole est importante. Allez-y.
Non, mais tout à l'heure, à la fois vous avez parlé de monopole et à la fois vous avez dit s'il y avait des critères de qualité, les gens pourraient choisir. Eh ben non, les gens ne peuvent pas choisir en général. Et vous l'avez dit aussi qu'à partir de 2004, l'État a constaté qu'il n'y avait pas assez de crèches et d'EHPAD et donc il a laissé le secteur privé s'emparer de ce marché-là et créer des EHPAD et des crèches. Et quand on cherche un EHPAD ou une crèche, on n'a pas forcément le choix. Donc même s'il y avait des critères de qualité, il faudrait, aller les voir, de pouvoir machin. Et en fait, il n'y a pas vraiment le choix et c'est souvent très compliqué pour les familles de trouver une crèche. Alors un EHPAD, il paraît que ça va un tout petit peu mieux depuis le Covid, mais bon, c'est quand même pas si facile que ça. Donc, oui, c'est un peu malheureux, c'est comme ça. En fait, non. Enfin, moi, je pense que le problème, c'est quand il y a de la délégation de services publics, c'est le contrôle des fonds publics de manière générale. C'est vrai pour ça comme pour d'autres choses. Hein. Qui dit fonds publics devrait dire contrôle, et il n'y a pas de contrôle de ces fonds publics, l'utilisation. Mais il n'y a pas possibilité de choix. Enfin, en général, il y a peu de choix pour les familles pour choisir un EHPAD ou une crèche. Merci. Il y avait des questions par là, madame, je crois. Oui, je voulais reparler rapidement du cas Orpea. Orpea était une société cotée. Donc il y a aussi une sanction ou une régulation par le financement, l'actionnariat. Donc je voulais juste reparler de l'implémentation de la directive CSRD, responsabilité sociétale, RSE, etc., où ces critères pourront être évalués à partir de l'année prochaine, régulièrement, etc., pour les sociétés cotées. Pas que pour les sociétés cotées, mais au niveau centralisé, donc pas à l'échelle de l'établissement. Je me permets de rebondir, mes résultats. Monsieur, je crois que vous aviez demandé la parole, madame. On va prendre encore 3-4 minutes. Oui, c'est plus un exercice de citoyenneté. Un secteur qui est entièrement géré par l'action publique, c'est la pénitentiaire. Et aux États-Unis, ça a pu être un marché libéré, mais là, on a de la maltraitance organisée par l'État, on a des externalités qui sont catastrophiques, puisque le taux de récidive, je pense qu'il est assez lié aussi à ça. En fait, là, on a l'exemple contraire d'une compétence qui est entièrement gérée par l'État, où on a effectivement des publics captifs également, il ne peut pas être plus captif, mais là, c'est difficile d'avoir exit or voice, c'est no exit, no voice, pour reprendre l'alternative proposée. Merci. Madame. Moi, je rebondirais sur ce que dit monsieur, parce que même aussi par rapport à l'aide sociale à l'enfance et justement toute l'enfance en danger, c'est quand même une compétence des conseils départementaux, donc une compétence publique. Et il y a énormément de maltraitance. La délégation, si je me trompe, elle n'est pas vers le privé, elle est seulement publique. Mais on ne peut pas dire que ce soit un système qui fonctionne réellement bien. Donc ça, c'était juste pour rebondir par rapport aux pénitentiaires. Et d'un autre côté, quand vous disiez qu'il n'y avait pas d'évaluation ni d'indicateurs d'évaluation, en fait, moi je travaille dans un hôpital public qui héberge une EHPAD et un établissement médico-social, donc un FAM et un MAS. Et donc il y a bien quand même des évaluations très poussées par les critères HAS, critères de la Haute Autorité de Santé, qui ne sont pas les mêmes pour établissements de santé qu'établissements médico-sociaux, mais ils existent et ils sont publics et publiés. Donc je ne sais pas si c'est seulement pour le public dans ce cas-là, ces évaluations HAS. Est-ce qu'elles ne pourraient pas être reportées dans ce cas-là pour les EMS privés? Il y a une personne. Allez-y, c'est la dernière intervention. On va repartir en réponse. J'ai une question concernant les crèches. La CAF, elle finance une partie des places en crèche. Est-ce que vous avez eu des retours de la CAF qui ont émergé suite à votre livre, du coup? Enfin, une réaction quelconque. Voilà, merci. Émilie, je te repasse la parole. Ouais. Non, mais ça va le faire. Alors moi, je peux vous dire sur la CAF, pour les gens que je connais qui sont à la CAF, ils n'ont pas découvert grand-chose dans les ogres. Par contre, ils se sont satisfaits que ça puisse être porté dans le débat public.
Donc c'est bien là où on voit qu'effectivement, il y a un système de remontée, de signalement, d'alerte qui est problématique, parce que tout ça, ça a été remonté, effectivement, et la question, et c'est dit d'ailleurs dans les ogres, c'est qu'on n'en a pas forcément fait quelque chose, mais faute peut-être aussi de savoir comment on pouvait faire. Moi, je voulais rebondir sur la proposition des indicateurs de transparence. J'avoue que je suis assez réservée à brûle-pourpoint sur cette approche-là, parce que je crains que ça pousse davantage encore à la logique consumériste, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que les citoyens et les citoyennes se comportent comme des consommateurs rationnels qui iraient chercher la meilleure offre adaptée à leur portefeuille, à leurs besoins, à leurs capacités contributives et d'organisation. Donc je ne suis pas sûre que les avis soient forcément la bonne orientation. Moi, je suis plutôt plus convaincue par une notation publique et par le fait que l'acteur public, lui, puisse organiser ce système-là. Et en même temps, je dirais attention, parce que les dérives que l'on constate dans vos enquêtes, ils sont aussi liés à des systèmes de pilotage qui ont été aveugles à certains éléments. On l'a vu avec, par exemple, les standards d'encadrement d'enfants. Les standards aujourd'hui, c'est un encadrant pour 5 enfants qui ne marche pas. En fait, on a considéré que c'était un optimum et un objectif à viser, là où en fait c'était un chiffre plancher. Et donc ça peut être assez trompeur de mettre des indicateurs, des chiffres, puisque ça finit par devenir la référence, alors qu'au départ c'était une référence minimale, et à devenir finalement le standard sur lequel il faut s'aligner. Et en fait, comme on essaye de s'aligner sur ce standard-là, en réalité, on n'a jamais ces standards-là, parce qu'il y a des absences, il y a du turnover, il y a un manque de recrutement, il y a des départs de professionnels. Par ailleurs, souvent, quand on fait des choix d'indicateurs, on invisibilise d'autres éléments. Et typiquement, vous l'avez touché du doigt tout à l'heure, c'est la question de la qualité. Comment on détermine la qualité, c'est-à-dire des éléments qui sont qualitatifs, appréciatifs, et qui nécessitent de croiser différents regards et différentes préoccupations. Et ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont mesurables avec des indicateurs précis, comme le turnover, comme l'absentéisme, comme le coût des repas. Et donc, ça fait appel à une expertise très particulière. Et ça reboucle avec la question du contrôle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des contrôles, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on contrôle, qui contrôle, avec quelle expertise et qu'est-ce qu'on regarde. Parce qu'il y a des évaluations qui existent aujourd'hui, mais on a mis la priorité effectivement sur les coûts, sur l'hygiène, sur la sécurité et pas sur la qualité de la prise en charge. Donc il y a vraiment un travail à faire sur effectivement qu'est-ce que ça veut dire cette qualité-là, comment on l'apprécie, et aussi accepter de lâcher prise, de se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables par des chiffres, mais qui s'apprécient effectivement par des évaluations un petit peu plus complexes, qu'on peut aussi travailler sur les priorités de l'État, à condition de travailler sur les priorités sociétales, parce que, y compris, je ne suis même pas sûre qu'en mettant la transparence sur les coûts, le consommateur n'aille pas finalement vers le moins 10 ans, parce qu'il se dira que c'est dans son intérêt d'aller vers le moins 10 ans, et que donc ça ne dégradera pas en continu la qualité de service. Et donc, je pense qu'il y a aussi des sujets autour desquels réfléchir, qui sont bien évidemment l'action publique au quotidien, et ça c'est beaucoup plus compliqué que de faire changer des lois et des standards nationaux, mais c'est en tout cas, je pense, s'il y a bien une réforme de l'action publique à faire, c'est bien celle-là. La question de notions aussi peut-être à re-questionner, la question de la juste tarification, du profit raisonnable, voilà, d'autres éléments de régulation à intégrer. La question aussi des règles du jeu, c'est-à-dire que si on met les mêmes règles du jeu pour le secteur public, pour le secteur privé lucratif et pour le secteur de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif, effectivement, on continuera à avoir ce type de dérive. Donc je pense qu'il y a aussi à travailler sur ces outils de régulation du quotidien. Avant de vous repasser la parole pour la dernière intervention, pour clôturer un petit peu cet échange, moi, on m'enlèvera quand même pas complètement de la tête que même dans un système où la qualité est là, par exemple le système Babylou, on voit que d'ailleurs ils ont refusé d'aller sur des DSP en low cost, c'est ce que vous expliquez dans le bouquin, même quand il y a entre guillemets une gestion qui est bonne, c'est-à-dire que ces critères-là de taux d'encadrement, etc., vont être respectés, il y a quand même une certaine indignation quand on voit que les frères Carlet qui sont à la tête... Carl, c'est pas les Italiens, non, c'est les frères Carl, C-A-R-L-E, qui sont à la tête, sont dans le top 500 des fortunes françaises. J'ai regardé, là, vous estimez que c'est à 450 millions d'euros leur patrimoine évalué. C'est-à-dire qu'il y a quand même à un moment des gens qui se font du fric, pardon d'être un peu vulgaire à la fin, mais des gens qui se font du fric sur un sujet
de fragilité d'une période de la vie, notamment celle d'être parent, d'avoir des enfants en bas âge dont on peut pas, qui ne peuvent pas aller encore à l'école, où il n'y a pas justement ce rapport à la prise en charge publique. Il y a un moment quand même, moi, ça me titille. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de bonne gestion, ce n'est pas qu'une question de qualité, c'est aussi une question de sens, de justice et surtout de savoir quel est le champ de l'intérêt général et qu'est-ce qu'on accepte dans le contrat social qui nous relie. Ça marche. Alors, je suis content, j'attendais qu'on ne soit pas d'accord, ça y est. Sur les indicateurs de qualité, où vous inquiétez que, en gros, le consommateur, du coup, pinaille ou a regardé des notions qui n'ont pas de rapport avec la qualité. Moi, je pense que là, on n'est pas en train de comparer entre deux téléphones portables et de dire que celui-là a telle fonctionnalité ou pas. C'est des critères justement très objectifs sur le nombre de personnel et le prix de la nourriture, par exemple. Je pense que c'est des critères assez sains. Et encore une fois, le but est d'augmenter la qualité générale. Parce qu'en fait, si vous êtes dans un secteur et il n'y en a pas beaucoup, et vous vous en fichez complètement de faire de la qualité, parce que ça n'a pas d'avantage concurrentiel, vous ne faites pas de la qualité. C'est ce qui s'est passé, je pense, depuis 20 ans dans le secteur des EHPAD et dans les crèches. Vous disiez aussi que il fallait imaginer, peut-être une des réponses, c'était d'organiser ce système autour des acteurs publics. Il y a une demande en ce sens d'une députée macroniste après la commission d'enquête qui a dit que le nouveau point d'entrée du secteur des crèches devrait être, par exemple, les maires. Et moi, quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit, mais en fait, elle n'a pas compris le problème du low-cost en France. Parce que ce serait réduire la problématique que dire c'est de la faute de Christophe Durieux chez People & Baby, des frères Karl, de Forestier à la Maison Bleue, des acteurs privés. En fait, il y a une responsabilité gigantesque des pouvoirs publics, des maires, des collectivités territoriales et jusqu'au ministère, jusqu'à Matignon, où je cite un exemple de la crèche de Matignon, qu'ils ont participé à l'effondrement des prix dans ce secteur. C'est-à-dire que, je vais la faire très courte, mais une crèche en gestion directe, c'est 15 000 € à peu près, entre 12 et 15 000 € de masse de coûts par an. C'est ce que ça coûte à une collectivité. C'est beaucoup d'argent. C'est un des plus gros postes de dépenses d'une mairie. Il y a eu une ouverture au privé à partir de 2004 et à ce moment-là, un certain nombre de maires, c'est plutôt au départ de maires de droite, de banlieue parisienne, du 92, qui se sont dit tiens, on va faire appel à des opérateurs privés. On va faire des délégations de services publics, faire des appels d'offres et faire appel à des opérateurs privés qui sauront mieux faire que nous. Ça prendra moins de temps et puis ça coûtera moins cher. Bon, et donc, ce qui coûtait 15 000 € leur a coûté 8. Très bien pour tout le monde, moins de dépenses publiques et les opérateurs s'y retrouvaient. Parce que, en gros, peut-être que le berceau, ils le vendent à 13 000 € à L'Oréal, mais en même temps, ils doivent monter une structure, donc c'est des dépenses immobilières, etc. Dans une crèche, délégation de service public, souvent c'est une crèche municipale, donc ils n'ont pas d'investissement immobilier. Bon, ils s'y retrouvent. Et puis, ce qui s'est passé, que je raconte dans le détail, dans le livre, où j'essaye d'avoir des documents, mais ça a pris beaucoup de temps, c'est qu'à partir de 2010, il y a leurs petits copains qui sont arrivés et qu'ils ont dit au maire, au moment des renouvellements des appels d'offres, tous les 3 à 5 ans, ah ouais, on vous la faisait à 6, moi je peux vous la faire à... On vous la faisait à 8, moi je peux vous la faire à 6, puis à 4, et maintenant c'est, j'en ai vu récemment, 2200 € le berceau. Il y a des mairies en France, elles achètent des berceaux 2200 €, alors que si elles géraient en direct, ça leur coûterait 15 000. C'est une folie. C'est une folie de se dire... Enfin, je ne sais pas quelle mère peut défendre ça. Moi, ça m'avait plus qu'étonné, ça m'avait choqué. Je me souviens de rencontrer une équipe de femmes dans une crèche en DSP à Aix-en-Provence. C'est la plus grande DSP de France. Il y a 25 structures en DSP. Et donc, elle m'explique que c'est les petits chaperons rouges qui gagnent le marché tous les 5 ans et que le service est continuellement dégradé,
qu'on joue un peu sur les commandes des repas, qu'on a l'obsession du taux d'occupation, qu'elles sont dans des logiques de plus en plus industrielles et que leur travail s'est dégradé. Et elle me montre le magazine d'Aix-en-Provence, le magazine de la commune, et il y a tout un chapitre, wow, bravo, la mairie a fait 650 000 € d'économie sur le budget municipal pour son dernier appel d'offres sur les crèches. On est hyper content d'avoir économisé de la dépense publique sur les crèches. Mais c'est une catastrophe. Personne ne devrait être fier d'avoir réduit ses budgets sur cette question-là de la petite enfance. Et évidemment, si vous divisez les prix par 3, voire par 5, ça veut dire moins de personnel. Il n'y a pas de recette miracle. Si on vous donne 2000 au lieu de vous donner 8 ou 10, vous êtes opérateur, pour vous retrouver, vous allez et baisser votre renta et baisser votre masse salariale. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce secteur. Et je cite notamment, mais parmi plein d'exemples, la crèche de Matignon, où il y a très peu de temps, en 2023, quand il y a eu le dernier renouvellement, il y a 2 offres, Babylou, les petits chapeaux en rouge. Il y en a une à 6 000, une à 3 000 par berceau. Il y en a une avec plus d'effectifs, l'autre avec moins. Et le DGS, le directeur des services de la crèche de Matignon pour les collaborateurs du Premier ministre, il se dit tiens, on va choisir la moins chère. Et donc, on peut tourner le truc dans tous les sens en disant le privé, c'est vraiment des enfoirés, ils cherchent qu'à économiser, ils ont l'obsession du taux d'occupation, de remplir, etc. En fait, il y a une responsabilité immense des collectivités, des pouvoirs publics qui veulent juste dépenser de moins en moins dans ces secteurs. Donc, moi, quand j'ai vu ça de la part de cette députée qui disait « Attendez, la solution, c'est peut-être de redonner du pouvoir aux maires », ah oui, mais sauf qu'il y a plein de maires en France qui ont fait n'importe quoi. Il y a des maires qui se sont battus contre ça. À Marseille, elle fait ça, mais oui, ça lui coûte beaucoup d'argent dans son budget municipal. C'est 15 000 € par berceau. À Dijon, à Lille, il y a évidemment une responsabilité des maires. Et c'était intéressant d'ailleurs, depuis la sortie du livre, il y a eu des répercussions nationales, une discussion notamment à l'Assemblée avec une députée qui porte une proposition de loi. Et ce qui m'intéresse de voir, j'assiste à ça de loin, mais j'ai par exemple une recherche Google qui m'a l'air, dès qu'il y a le mot crèche, people and baby, encore les fossoyeurs, les ogres, enfin bon. Et je vois régulièrement qu'au niveau local, il y a plein d'articles sur le sujet, parce que dans plein de mairies en France en ce moment, il y a des oppositions municipales qui sont en train de dire ça suffit, les DSP et le low cost avec des prix qui s'effondrent, stop. Et je pense que là, par exemple, Paris a annoncé il y a 2 semaines, Hidalgo, elle a dit fini les crèches privées dans les DSP. Je pense que c'est ils l'ont bien cherché après, mais à force de tirer, ça a cassé. Et je pense qu'il va falloir faire machine arrière. Sauf que, pour finir, je vois qu'il est 16h02. Sauf qu'il y a une question qui est intéressante, c'est qu'il y en a qui disent on va supprimer, on supprime les DSP, c'est-à-dire on revient en gestion directe. C'est les mairies qui vont gérer ça en direct. Et vous faites ça, et toutes les mairies qui doivent revenir en arrière, elles s'effondrent. Parce que quand vous leur dites votre berceau, il valait 2, mais maintenant vous allez revenir en direct, ça va valoir 15 000 fois 100 berceaux. Elle est morte, la mairie. Donc, la solution alternative, c'est de lui dire, au moins on lutte contre le low cost, c'est-à-dire on met un prix plancher. On se dit, en France, en dessous de 5 000 €, on n'a pas le droit de vendre un berceau. Je donne souvent l'exemple, mais ce qui permet de sauver, ce qui a permis de maintenir le milieu de l'édition en France, que ça tienne, c'est qu'on a dit, on ne peut pas vendre les ogres à 2 €, c'est interdit. Il y a un prix plancher, ce qui permet que on ne vende pas en dessous du prix que ça coûte et de maintenir un certain niveau. Et aujourd'hui, dans le secteur des crèches, alors que ça traite de nos enfants et des personnes les plus vulnérables qui soient,
eh ben, vous pouvez vendre demain un berceau à une mairie 500 balles si vous voulez la vendre 500 balles. Donc il y a aussi une responsabilité, je pense, très importante des collectivités territoriales, des pouvoirs publics en général. Un grand merci à vous deux, Émilie, Victor. Je pense qu'on peut les applaudir. Un grand merci aussi pour ce travail quand même assez remarquable d'aller en profondeur. Merci à vous aussi d'avoir été là. La séquence plénière des JEA se déroule dans la grande salle du Palais des Ducs. Il y aura un temps convivial après, donc ne repartez pas tout de suite. Et n'hésitez pas à continuer à suivre. Ce débat sera donc rediffusé en format podcast, ce qui vous permettra de revenir sur les éléments. Merci beaucoup. Merci.